Bonjour à tous et bienvenue dans l'assassinat économique et culturel de la France. Nous sommes en guerre avec l'Amérique, c'est François Mitterrand qui a révélé cela à la fin de sa vie. Aujourd'hui un épisode majeur puisque je compte vous révéler deux choses. Une méthode d'assujettissement impérial utilisée en France, pas qu'en France mais en France ici, et qui a un impact toujours actuel, ainsi que le rôle clé d'un homme dans la mise en place de cette méthode impériale qui vise finalement à effondrer jusqu'à sa disparition notre pays. C'est parti. Durant la Seconde Guerre mondiale, entre 1942 et 1944, De Gaulle demande aux États-Unis de permettre à la France, au même titre que le Royaume-Uni ou l'URSS, de bénéficier du système pré-bail, c'est-à-dire des livraisons de fournitures militaires remboursables, qui ne s'accompagnent pas d'une tutelle américaine, contrairement à d'autres aides qui, elles, s'en accompagnent. Il obtiendra péniblement 12 millions en 1942 et 3,5 milliards en 1944, vous verrez qu'on va y revenir tout à l'heure, car ça constitue là un piège. Pour comparaison, le Royaume-Uni, à l'époque, a obtenu 31 milliards et l'URSS 11 milliards, donc on est quand même largement sous-traité. Mais malgré tout, ces aides, soi-disant, sont en fait délivrées avec un piège. Pour obtenir ces fournitures, il est obligé de faire appel à Jean Monnet. Jean Monnet, dans l'ami américain d'Éric Branca, voilà ce qu'il nous dit. Pour De Gaulle, l'urgence des urgences consiste à augmenter rapidement et significativement la capacité de l'armée française, d'où le fait qu'il demande ces aides. Mais pour Monnet, l'accès au pré-bail doit d'abord servir à orienter la reconstruction du pays dans un sens compatible, une fois la paix revenue, avec les intérêts économiques américains dont la défense est devenue chez lui une seconde nature. Explorons ensemble maintenant cette seconde nature. L'incroyable carrière de Jean Monnet. En 1907, à l'âge de 18 ans, le jeune homme se sent prêt à affronter l'Amérique et s'embarque pour la première de ces grandes traversées transatlantiques qu'il affectionnera toute sa vie. L'Amérique est une révélation pour le jeune Jean. Alors ça, je ne l'invente pas. Ça vient de l'Institut Jean Monnet, c'est sa biographie officielle sur le site internet de cet institut, au grand slogan « Unissons les hommes ». On va voir de quelle union il s'agit vraiment. Il tisse ensuite des liens étroits avec les milieux d'affaires, entre 1907 et 1918, américains bien sûr, notamment la Hudson Bay Company, compagnie canadienne très puissante, société à l'importante flotte commerciale. Ça lui permet en 1914 d'aller à Londres et de signer entre cette société et le gouvernement français un contrat d'assistance maritime et financière durant toute la Première Guerre mondiale. Dès 1919, après la guerre, Jean Monnet contribue à la création de la Société des Nations. Le jeune homme, âgé alors de 31 ans, est nommé secrétaire général adjoint de l'organisation, c'est-à-dire le numéro 2 hiérarchique de l'association, et très concrètement celui qui organise et planifie les actions directes de l'organisation, le numéro 1 étant plus quelqu'un qui communique et qui est là pour le prestige. En 1919, à l'âge de 31 ans, on a là une carrière extraordinaire. Vous voyez que la Société des Nations, c'est l'ancêtre de l'ONU. Il va démissionner cette organisation en 1922, vous savez qu'elle n'obtiendra pas grand-chose en termes cohérents, cette organisation, pour redresser l'entreprise familiale de Cognac. Jean Monnet, quelqu'un qui est né à Cognac, et ça va avoir une importance par la suite. En 1926, il installe à Paris le bureau d'une banque d'investissement américaine, Blair & Co. En 1929, il part aux États-Unis prendre la vice-présidence d'une banque américaine, la Transamerica. Il retient de la crise de 1929, toujours d'après l'Institut Jean Monnet, dont les risques étaient visibles de longue date, que les hommes n'acceptent le changement que dans la nécessité et ne voient la nécessité que dans la crise. Phrase affreuse qui signifierait finalement qu'il n'y aurait pas d'autre biais de changement que le choc, la nécessité, le constat tragique. Moi je crois surtout que ça c'est nécessaire lorsque le changement voulu est un changement contre l'intérêt des gens. C'est Naomi Klein qui a écrit un livre qui s'appelle « La stratégie du choc », où elle décrit l'emploi de cette stratégie à haute échelle par l'Empire pour amener des populations dans des directions, mais qu'elles ne souhaitaient pas par ailleurs. Comme si un changement bienveillant, vertueux, harmonieux, avait besoin d'une crise et d'une nécessité tragique pour pouvoir être mené. C'est affreux de penser ça. Poursuivons. Jean Monnet continue ses activités de banquier aux États-Unis jusqu'en 1934, fonde un cabinet d'affaires Murnan & Co, puis part pour Shanghai, en Chine. La mission de Jean Monnet en Chine aurait pu se dérouler sous l'égide de la Société des Nations, mais le Japon s'y oppose, prétexte là, on verra par la suite pourquoi, et Jean Monnet part pour Shanghai à titre privé, sous la raison sociale Monnet Murnan & Co, société créée pour l'occasion avec George Murnan, un ami américain. Monnet Murnan & Co. Alors là,
Je cite rapidement le Wikipédia anglais. Je dis là tout de suite parce que je sais qu'il y a des gens qui, dès on évoque le mot Wikipédia, se disent c'est pas sérieux, c'est pas sérieux. Vous allez voir, on peut quand même tisser des informations intéressantes, même si ce sera très bref. Vous allez voir, je vais me raccrocher à des choses beaucoup plus sérieuses par la suite. Le cabinet était initialement financé par John Foster Dulles, alors un éminent avocat de Wall Street, au sein du cabinet d'avocats Sullivan & Cromwell, dont j'ai déjà eu l'occasion de parler lorsque j'ai tissé les liens d'amitié entre une partie des élites américaines et une partie des élites allemandes avant et durant la Deuxième Guerre mondiale, dont certaines sont évidemment nazies, et où John Foster Dulles et son frère Allen ont des liens étroits avec tout ce milieu d'affaires. En attendant, leur cabinet d'avocats est basé à New York, avec qui Monet entretenait déjà des liens particulièrement étroits. Murnan était lié à la famille Wallenberg en Suède, à la famille Bosch en Allemagne, au Solvay et Boel en Belgique, ainsi qu'à John Foster Dulles dont on vient de parler, André Meyer et à la famille Rockefeller aux États-Unis. Donc on voit là que Monet est en fait dans le très haut niveau des élites de l'Empire américain. Et c'est ça qui va être très important. Retenez bien cette idée que Jean Monnet part en Chine. Parce que dans ce cadre privé, Monet continue néanmoins à collaborer étroitement avec des anciens de la SDN. En Chine, la question fondamentale est comment créer localement les conditions d'émission d'emprunts internationaux à même d'attirer les capitaux étrangers nécessaires à la reconstruction de l'industrie et des infrastructures. Ce sont là des éléments extrêmement importants. On voit qu'il y part à titre privé, mais qu'il est toujours en lien avec la SDN. Seulement, il ne part pas en nom de la SDN. Et c'est là une technique sur laquelle on va revenir. Pour cela, il facilite la création de la China Finance Development Corporation, à laquelle il rallie les plus grandes banques chinoises. L'objectif est de drainer des capitaux étrangers, pour ne pas dire américains, sous forme de crédit, et de les allouer au secteur privé et public chinois. C'est un succès, notamment pour le financement des chemins de fer. L'expérience est riche pour Jean Monnet. La Chine est un nouvel horizon. Il y côtoie les personnalités les plus influentes du pays, TV Sung, ministre des Finances, ses 3 sœurs dont 2 sont mariées, l'une à Sun Yat-sen, fondateur du Parti nationaliste chinois, et l'autre à Chiang Kai-shek. Vous savez que Chiang Kai-shek, après la guerre, sera vaincu par Mao Tse-tung et partira se réfugier à Taïwan, qui est toujours aujourd'hui, dont la succession est toujours aujourd'hui un problème pour le parti et pour la Chine. Et où les Américains s'évertuent d'ennui pour la Chine. J'en ai déjà parlé dans une vidéo où j'expliquais l'enfermement continental chinois, contrairement à ce qu'on pourrait penser quand on regarde les côtes chinoises, on se dit c'est magnifique, en fait pas du tout. Les côtes chinoises sont un vrai problème pour l'accès à l'océan mondial de la Chine, et Taïwan constitue un enjeu majeur pour assurer la dissuasion nucléaire chinoise, pour pouvoir que leur sous-marin nucléaire ne soit pas espionné en permanence par les États-Unis, ce qui se passe avec l'amitié très sérieuse de Taïwan et des États-Unis, issue dès l'époque. On voit que ça a une énorme importance. On voit que Jean Monnet, qui est un Français né à Cognac, se retrouve là en train d'arranger les intérêts américains en Chine. Jean Monnet, un economic hitman. Je me permets là cette manière anglaise de le dire, car paraît-il rendre à César ce qui est à César, et bien moi je le rends en romain dans ce cas-là. Tout ce que nous venons de voir correspond en réalité aux missions habituelles et aux couvertures classiques de ce qu'il convient d'appeler par son nom un assassin financier. Nous pouvons le savoir grâce à John Perkins. En 1968, donc beaucoup plus tard, John Perkins est recruté comme assassin financier par l'Empire. Il publiera ce livre en 2004, rédigé dans le plus grand secret et au péril de sa vie, il le racontera dans le livre. Rongé par le remords des dégâts monstrueux dont il se sait directement responsable. Une fois le livre publié, son assassinat par l'Empire constituerait un aveu, et il se sait désormais en sécurité. Il écrira ensuite cet autre livre, où il révèle un maximum d'éléments sur les agissements de son employeur, la corporatocratie, dans le but de réaliser un empire global, je cite, dans l'intérêt de ses membres et au détriment de toute la planète. Les assassins financiers sont des professionnels grassement payés qui escroquent des milliards de dollars à divers pays du globe. Je sais très bien de quoi je parle, car j'ai été moi-même un assassin financier, nous dit John Perkins. Mon éditeur m'a demandé si nous nous appelions réellement des assassins financiers entre nous. Je l'ai assuré que oui, même si nous n'utilisions couramment que les initiales EHM, d'où le titre de cette partie, Economic Hitman. C'est ce que les assassins financiers font le mieux, construire un empire global.
Il constitue un groupe d'élite d'hommes et de femmes qui utilisent les organisations financières internationales pour créer les conditions permettant d'assujettir d'autres nations à la corporatocratie formée par nos plus grandes compagnies, notre gouvernement et nos banques. Comme leurs homologues de la mafia, les assassins financiers accordent des faveurs. Lesquelles? Des prêts pour développer les infrastructures, centrales électriques, autoroutes, ports, aéroports, ou zones industrielles, ou chemins de fer, comme Jean Monnet en Chine, nous venons de le voir. On va voir que les liens sont importants. Ces prêts sont octroyés à la condition suivante. Ce sont des compagnies d'ingénierie ou de construction américaines qui doivent réaliser tous ces projets. On peut donc dire qu'en réalité, l'argent ne quitte jamais les États-Unis, mais qu'il est simplement transféré des banques de Washington aux compagnies d'ingénierie de New York, Houston ou San Francisco. Bien que l'argent retourne presque immédiatement aux compagnies membres de la corporatocratie, le créancier, le pays récipiendaire, lui, doit tout rembourser, capital et intérêts. Si l'assassin financier a bien travaillé, les prêts sont si élevés que le débiteur faillit à ses engagements au bout de quelques années. Alors, tout comme la mafia, nous réclamons notre dû, sous l'une ou l'autre des formes suivantes. Le contrôle des votes aux Nations Unies, l'installation de bases militaires, ou l'accès à de précieuses ressources comme le pétrole ou le canal de Panama par exemple. Évidemment, le débiteur nous doit encore l'argent, et voilà donc un autre pays qui s'ajoute à notre empire global. Voilà les dessous de ce que font les assassins financiers révélés par l'un d'entre eux, pétri de remords, qui a réussi à écrire ses confessions en 2004 puis en 2007. Les conséquences de cette réalité, voilà ce que nous dit John Perkins à titre d'exemple. Le rôle que j'avais joué dans la destruction de ce beau pays n'en finissait pas de me torturer. À cause de moi et de mes collègues assassins financiers, l'Équateur est en bien plus mauvais état qu'avant que nous lui ayons apporté les miracles de l'économie moderne, des banques et de l'ingénierie. Depuis 1970, durant cette période nommée par euphémisme le boom pétrolier, le niveau de pauvreté officielle est passé de 50 à 70%, le sous-emploi ou le chômage de 15 à 70%, et la dette publique de 240 millions de dollars à 16 milliards. Entre-temps, la part des ressources nationales allouées aux segments les plus pauvres de la population est passée de 20% à 6%. Ça ne vous rappelle pas ce qui se produit actuellement en France à petit feu ? Toujours plus de chômage, toujours plus de pauvreté, et toujours plus d'endettement public, et en échange, toujours moins de ressources allouées aux pauvres. Il faut réduire les dépenses sociales, il faut réduire les allocations chômage, il faut réduire les appels, il faut réduire je ne sais quoi encore. La subtilité des moyens utilisés pour créer cet empire moderne ferait rougir de honte les centurions romains, les conquistadors espagnols et les puissances coloniales européennes des XVIIIe et XIXe siècles. Les assassins financiers sont rusés. Ils ont su tirer des leçons de l'histoire. Aujourd'hui, on ne porte plus l'épée. On ne porte ni armure, ni costume distinctif. Dans des pays comme l'Équateur, le Nigeria ou l'Indonésie, les saboteurs, car il s'agit bien de sabotage, sont vécus comme des enseignants ou des boutiquiers. À Washington et à Paris, ils se confondent avec les bureaucrates et les banquiers. Voilà ce qui se passe vraiment. Cependant, et c'est là un sinistre avertissement, s'ils échouent, une espèce plus sinistre encore entre en scène, ce que l'on appelle les chacals, qui sont les héritiers directs des empires de jadis. Ils sont toujours présents, tapis dans l'ombre. Quand ils en sortent, des chefs d'État sont renversés ou meurent dans des accidents violents. Et si, par hasard, les chacals échouent, comme en Afghanistan ou en Irak, les vieux modèles ressurgissent. Quand les chacals échouent, de jeunes Américains sont envoyés au combat pour tuer et pour mourir. Tout ce que je vous ai lu ici est extrait de la préface et du prologue de ce livre, Les Confessions d'un assassin financier, dont les pages ne sont pas numérotées avant le texte principal. Alors, l'horreur est là. La couverture des assassins financiers, pour qu'on comprenne bien, et qu'on reconnaisse Jean Monnet dans cette affaire. Si les États-Unis voulaient réaliser leur rêve d'empire global, il fallait trouver une approche qui n'impliquerait pas Washington directement, nous dit John Perkins. Les agences de renseignement américaines, y compris la NSA, dénicheraient d'éventuels assassins financiers qui seraient alors engagés par des compagnies internationales. Ces hommes ne seraient pas payés par le gouvernement, mais plutôt par le secteur privé. Ainsi, leur sale travail, si jamais il était découvert, serait attribué à la cupidité entrepreneuriale plutôt qu'à la politique gouvernementale. C'est ça le cœur, la description exacte de la mission en Chine de Jean Monnet, décrite par l'Institut Jean Monnet. Dans ce cadre privé, je vous le répète, Monnet continue à collaborer étroitement avec des anciens de la SDN Iliva sous le couvert d'une société, Monan & Co, je ne sais pas quoi, alors qu'en fait il travaille pour l'Institut public américain qui le mandate et qui le paye pour ça.
En Chine, la question fondamentale est comment créer localement les conditions d'émission d'emprunts internationaux à même d'attirer les capitaux étrangers nécessaires à la reconstruction de l'industrie et des infrastructures. Exactement le but de ce que vous venons de lire des assassins financiers, obtenir des prêts dont l'irremboursabilité créera une mainmise mafieuse par la suite sur ce pays. De retour en France, parce que je ne vais pas explorer ici le cas chinois, mais il s'agit bien du cas français qui nous intéresse. De Gaulle vient de réussir à obtenir les 3,5 milliards dans le cadre du pré-bail, je vous ai dit précédemment. Mais les termes de cet échange, qui conviennent parfaitement à De Gaulle, sont insuffisants pour Jean Monnet, qui le 28 février 1945 obtient enfin ce qu'il voulait, un volet civil plus important que le volet militaire. De Gaulle, qui croyait ses prêts dégagés de toute obligation de tutelle américaine, se voilà piégé. Pour Monnet, je vous l'avais déjà dit, l'accès au pré-bail doit d'abord servir à orienter la reconstruction du pays dans un sens compatible avec les intérêts américains. Déjà, la logique du futur plan Marshall de 1947 pointe son nez, nous dit encore Éric Branca dans L'Ami américain. Indépendamment de la dimension stratégique qui fera sa force dans le cadre de la guerre froide, c'est en prêtant massivement aux Européens que les États-Unis les accultureront à l'American Way of Life, condition nécessaire à leur rôle de futurs consommateurs de produits américains, l'une des contreparties de ces emprunts irremboursables. Mais pour y parvenir, le système pré-bail est insuffisant. Aussi le président Truman, qui en avril 1945 a succédé à Roosevelt, décide-t-il unilatéralement d'y mettre un terme. C'est là le piège. Pour la France, qui n'en profitait vraiment que depuis 7 mois, c'est une catastrophe doublée d'un chantage implicite, nous dit Éric Branca. Une catastrophe pour son redressement, puisque privé de la possibilité de rembourser ses créanciers, vous voyez qu'on est dans le cœur, en nature ou à des taux extrêmement faibles, elle devra désormais s'endetter à long terme et à leurs conditions. Un chantage surtout, car la condition mise par les Américains à la poursuite de leur aide n'est rien d'autre que l'ouverture des frontières à leurs produits, non seulement sur le territoire métropolitain, mais aussi dans l'ensemble des possessions françaises. C'est là la contrepartie, c'est pas des votes aux Nations Unies cette fois, ou autre chose, ou le canal de Panama, mais c'est bien l'ouverture au commerce des produits américains, l'ouverture au principe de l'American Way of Life, je vous l'ai dit juste avant, on va en voir des détails précis. Éric Branca, dans L'Ami américain, ne me semble pas connaître John Perkins, mais pourtant il a bien compris toute l'arnaque et toute l'astuce qu'il y a derrière cette chose-là. Si l'assassin financier a bien travaillé, je vous répète là, les prêts sont si élevés que le débiteur faillit à ses engagements au bout de quelques années. Tout comme la mafia, le contrôle revient. Évidemment, le débiteur nous doit encore l'argent, une fois que les contreparties sont données. Et voilà donc notre pays qui s'ajoute à notre empire global. Voilà le cas et le dessous de la situation de la France aujourd'hui. Voici donc revenu, nous dit Éric Branca, vous voyez que tout se répond, avec cette fois de sérieuses chances d'être accepté, la vieille revendication américaine de la porte ouverte, inchangée depuis les guerres de l'opium, qui n'est rien d'autre que la matrice du soft power. Nous ne vivons rien de moins qu'une guerre de l'opium moderne. Et cet opium moderne, on va en voir quelques dessous, on va en voir la nouvelle nature. L'effroyable emprisonnement de la France. Au regard de la stratégie apprise par Perkins, Monnet enchaîne la France à l'empire mondial et à la corporatocratie avec l'astuce des prêts irremboursables. Mais ces prêts, ce sont des prêts liés à la reconstruction du pays. Alors avant de voir tout ça, aussi, pour les rendre nécessaires ces prêts, encore fallait-il qu'il y ait besoin de reconstruire le pays. Voilà le dessous ignoble de ce qui se passe. Je cite L'Ami américain d'Éric Branca. À propos de Pierre Mendès France, quelqu'un, vous allez voir pourquoi on en parle. C'est pourtant un patriote intransigeant qui, devenu aviateur dans les escadrilles de la France libre, prendra des risques inouïs en se portant volontaire pour des raids de bombardement à très basse altitude, destinés à éviter aux civils français les fameux dégâts collatéraux, dont les Américains, opérant à plus de 10 000 mètres, étaient devenus coutumiers dans la plus parfaite indifférence, et parfois sans la moindre utilité stratégique. Vous savez que pose encore question, pour les historiens aujourd'hui, l'utilité d'une partie des bombardements monstrueux que les Américains et que les Anglais ont opérés sur le territoire de la France et de l'Allemagne. Justifier les prêts de reconstruction. Voilà les dessous ignobles. Avec l'exemple de Royan, parce que je ne suis pas là pour m'étendre, et je dois faire des vidéos assez courtes, finalement je ne peux pas parler des heures, puis ça me prend un temps considérable de travailler tout ceci. L'exemple de Royan, je vais m'en contenter pour aujourd'hui. Le 5 janvier 1945, 350 bombardiers américains larguent plus de 1527 tonnes de bombes. C'est pas moi qui le dis, c'est le site de Royan Atlantique officiel qui reporte l'histoire de ce bombardement effroyable, où plus de 500 habitants de la ville sont morts, et plus de 1000 sont blessés dans des conditions épouvantables, écrasés sous les débris, en partie brûlés. Au moins 5000 maisons, et 80% de la ville est dévastée ce jour-là.
La technique meurtrière utilisée à Royan est la même que les bombardements de terreur sur les villes allemandes. Elle s'effectue en 2 temps. La ville étant anéantie sous un rolling carpet bombing, un tapis de bombes roulant. Et puis voyez les Américains, les techniques affreuses qu'ils ont mis en place. La seconde vague est plus meurtrière avec des bombes de 2 tonnes destinées à tuer le plus grand nombre de personnes, ennemis civils ou militaires occupés à secourir les victimes de la première vague. Tout ceci est réfléchi. L'ennemi ne compte que 47 victimes allemandes, et aucun ouvrage militaire allemand n'a été touché. La ville est occupée par les Allemands, mais ils n'ont pas été touchés. La cible était ailleurs, visiblement. 7 avions alliés ont été perdus au cours du raid, et 34 aviateurs ont péri, et plus de 500 civils français sont morts et 1000 blessés. Et vous voulez que je vous dise quelque chose? C'est que le raid en partance pour Royan, au départ, il partait des bases du Royaume-Uni pour bombarder une ville allemande. Et ce raid a été détourné sur un ordre de sa mission initiale en Allemagne, et j'ai pas trouvé où il allait au départ dans une ville allemande, l'Allemagne était constamment bombardée. Il a été détourné pour une raison évoquée de mauvais temps vers la ville de Royan. Et vous savez ce qui pose question? C'est que la ville de Royan, ce jour-là, vous irez lire, vous irez voir, c'est un hiver effroyable, il fait moins 10 degrés, et la ville de Royan est sous une tempête de neige. Les habitants décriront qu'il neigeait abondamment lorsque le bombardement a eu lieu, donc visiblement, le mauvais temps, il était aussi à Royan. Et vous savez d'où est parti l'ordre, je vous jure. Je n'ai pas trouvé d'implication directe. Moi, je vous dis ce qui est, et je vous dis ce qui n'est pas. Je n'ai pas trouvé d'implication directe de sa part. Mais l'ordre, tout ça, c'est un autre site, c'est Royan qui vous le dit. Le choix de la ville Royan comme cible pour détourner le bombardement est pris depuis la ville de Cognac. Mais depuis quand des raids de bombardement sont décidés depuis la ville de Cognac? Les états-majors américains et français ont pris la décision de détourner un raid en collaboration là-bas, dans la ville de Cognac, pour l'envoyer vers Royan. À Cognac, il y a une seule chose qui est connue, c'est l'entreprise Cognac, dont Jean Monnet est le propriétaire. Alors je dis pas que Jean Monnet est pour quelque chose, j'ai pas trouvé d'implication directe de Jean Monnet, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais enfin, depuis quand des décisions se prennent depuis la ville de Cognac? Vous en penserez ce que vous en voulez. Un autre raid, sur 2 jours, a lieu les 14 et 15 avril 1945 pour finir l'effroyable destin de la ville de Royan, impliquant cette fois 1350 bombardiers, larguant 3200 tonnes de bombes et 725 000 litres de napalm, arme en pleine expérimentation, qui avait déjà été expérimentée cette arme sur une petite ville près de Saint-Malo en France, sur les populations françaises là aussi. L'immense historien, auteur d'une histoire populaire des États-Unis, Howard Zinn, a été traumatisé par sa participation à ce bombardement. Il écrira un autre livre que l'histoire populaire des États-Unis, qui est un livre, vous savez, très poignant, La bombe, de l'inutilité des bombardements aériens, où il essaiera d'œuvrer, comme il peut, à faire comprendre l'horreur de tels bombardements, et le regret qu'il a d'avoir participé à larguer du napalm sur des civils français. Vous savez que c'est un liquide qui brûle vif les gens. Je prépare activement une série d'épisodes sur l'effroyable et impensable stratégie de destruction méthodique des villes allemandes, mais aussi françaises, organisée par, entre autres, Sir Arthur Travers Harris, commandant en chef du Bomber Command, qui a écrit un livre après la guerre où il s'en est vanté. Un livre qui a gêné énormément. Vous verrez, je vous apporterai des éléments où finalement on aura rendu public tout le retour de la guerre de tous les corps d'armée, sauf celui-là. Tout sera fait pour que Sir Arthur Travers Harris, on le passe sous silence. Et lui, il comprend pas. Il a dit, mais attendez, moi je suis très fier de ma mission. J'ai accompli un complet exercice. D'avoir éradiqué sous des tornades de feu des centaines de milliers de gens. J'en suis très fier, dira cet homme, qui ne comprend pas l'immense gêne que les Alliés auront par la suite d'être accusés de crimes effroyables de guerre. En attendant, je ne suis pas le seul à penser que se cache derrière ces bombardements une volonté de justifier les prêts de reconstruction afin d'ajouter le pays à l'empire global, pour reprendre les propos de John Perkins. Dans L'ami américain d'Eric Branca, vous voyez que tout ceci se répond. S'interrogeant comme beaucoup de chefs de la résistance intérieure sur l'utilité de certaines destructions infligées, sans raison stratégique majeure, par les bombardements américains au potentiel industriel français, De Gaulle n'a pas hésité à plusieurs reprises à accuser Washington de détruire nos usines à plaisir. La contrepartie mafieuse de l'empire global, après la guerre. C'est aussi qu'en cette année 1950, les Européens, plan Marshall oblige, n'ont pas grand-chose à refuser à leurs bienfaiteurs d'outre-Atlantique, nous dit Eric Branca, du style pour les satisfaire, s'auto-dessaisir de leur souveraineté économique et même de leur identité culturelle. Ce dernier aspect a constitué le prologue du plan Marshall, avec les contreparties exorbitantes exigées de la France pour obtenir l'effacement d'une partie de ses dettes. Contrepartie classique des assassins financiers. Signé par Léon Blum, mais négocié par Jean Monnet.
Ces accords ont notamment imposé à la France de projeter sur ses écrans une majorité de films américains, à savoir 4 productions françaises pour 9 américaines importées sans droit de douane à l'époque. Ceci a-t-il cessé? L'omniprésence des films, des séries, de la musique américaine a-t-elle, vous paraît-elle en proportion, encore même, en l'état de ce qui est décrit là, par rapport, je ne sais pas, mais au hasard, aux films, aux séries, aux musiques africaines, chinoises, russes, sud-américaines, ou même françaises, allemandes, italiennes, portugaises ou je ne sais quoi. Mais ce n'est pas tout. Parallèlement au plan Marshall est mis en place un système de contrôle sans précédent de l'économie française via un organisme spécialement créé, l'European Cooperation Administration ou ECA, une tutelle à laquelle rien ne doit échapper, mais qui ne choque personne, pour la bonne raison que le grand public en ignore l'existence, et aussi parce que De Gaulle n'est plus aux affaires. Voilà, quand je vous parlais de l'état déplorable que De Gaulle a trouvé de la France en 1958 lorsqu'il revient au pouvoir, la voilà l'origine. La comparaison avec l'état prodigieusement effroyable de l'Équateur, que je vous disais tout à l'heure, ce qui a torturé John Perkins, des dégâts effroyables de ses actions en tant qu'assassin financier. Les voilà les mêmes sur la France. Je reviendrai en détail sur cette tutelle dans un prochain épisode. Tutelle aux conséquences sociales épouvantables dont j'ai déjà parlé dans les épisodes précédents. Rappelez-vous le rapport du Sénat qui dit que l'organisation de Bruxelles est responsable de tous les désastres économiques que la France vit. Destruction de l'emploi, augmentation du chômage, effondrement général des services publics. Jean Monnet, père de l'Europe. Le divertissement tuera-t-il la France? L'une des définitions du divertissement se trouve être ce qui détourne l'être humain des problèmes essentiels. Un mot de la même famille que la diversion, et qui se définit comme une forme de manipulation destinée à détourner l'attention de l'adversaire en termes militaires. La diversion est d'ailleurs, dans le dictionnaire des synonymes, un synonyme de divertissement. Alors, dans les pensées de Pascal, dans l'Alias table qu'il a écrit en juin 1658, voilà sa pensée numéro 33, intitulée « Misère ». La seule chose qui nous console de nos misères est le divertissement. Et cependant, c'est la plus grande de nos misères. Car c'est cela qui nous empêche principalement de songer à nous et qui nous fait perdre insensiblement. Sans cela, nous serions dans l'ennui. Et cet ennui nous pousserait à chercher un moyen plus solide d'en sortir. Mais le divertissement nous amuse et nous fait arriver insensiblement à la mort. De Gaulle, à Alain Perfit, dans C'était De Gaulle. Les Français sont un peuple fort, mais ils ne le savent pas. Ils peuvent surmonter leurs difficultés, relever les défis, faire des bonds en avant, mais ils n'y croient pas tant qu'on ne les en a pas convaincus. Ce sont des déprimés permanents. Alors on cherche à fuir. Plonger quotidiennement devant des diversions américaines, films ou séries ou musique ou je ne sais quoi encore, des Terminator 17 et des je ne sais pas quoi, des Star Wars 12. Mourrons-nous devant un film américain collectivement? Ou devant des actualités déprimantes, l'autre versant? Entretenant l'illusion de la fatalité et l'envie de fuir le réel, la voilà, notre guerre de l'opium à tous. Exactement. Et allez voir les guerres de l'opium, allez vous renseigner sur la manière dont les Chinois étaient complètement avilis par l'opium qui les détournait de l'essentiel de maintenir leur situation personnelle et par là le pays tout entier. Et des ravages prodigieux que cette substance a fait sur ce pays qui peut peut-être expliquer des comportements de méfiance actuels. Quand on voit en plus l'action de Jean Monnet qui est allé là-bas auprès de Chiang Kai-shek qui pose toujours dans les successeurs, je vous l'ai dit, pose toujours problème à la Chine aujourd'hui. Je vais finir en citant De Gaulle, dans ses mémoires d'espoir. Les peuples, et d'abord le nôtre, n'éprouvent plus ce besoin de s'élever au-dessus d'eux-mêmes que leur imposait le danger. Pour presque tous, l'enjeu immédiat est non plus la victoire ou l'écrasement, mais une vie plus ou moins facile. Et pourtant, il faut le faire, nous dit De Gaulle. Après le terrible déclin qu'elle a subi depuis plus de 100 ans, c'est à rétablir, suivant le génie des temps modernes, sa puissance, sa richesse, son rayonnement qu'elle doit employer le répit qui lui est par chance accordé. Sous peine qu'un jour une épreuve tragique à la dimension du siècle vienne à l'abattre pour jamais. Cet abattement sera-t-il la conséquence de notre avilissement plongé face à des séries américaines aux 17e saison? Merci à tous ceux qui regardaient cette vidéo jusqu'au bout. Merci à tous ceux qui sont venus m'aider déjà et qui m'aident encore du fond du cœur. Mes livres sources,
Merci à tous ceux qui partagent mon travail et mes vidéos. N'hésitez pas à le faire. Merci à tous ceux qui viennent publier des commentaires. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous avez pensé de la révélation de la méthode impériale que j'explique ici. Assujettir des pays via une dette irremboursable pour exiger des contreparties d'eux et les effondrer économiquement. Dites-moi également ce que vous pensez du rôle que j'identifie de Jean Monnet dans cette affaire. Est-ce que j'ai raison de voir en lui un assassin économique ou est-ce que je m'égare et pour quelle raison? Est-ce que vous avez des éléments d'information qui pourraient venir augmenter comme source les méthodes d'assujettissement impérial, le rôle de Jean Monnet, la situation de la France aujourd'hui? N'hésitez pas, moi je note tout ce que tout le monde vient de me dire en commentaire et petit à petit je le constate, je vais lire, je fais ce que je peux avec, quoi. N'hésitez pas à me dire également ce que vous pensez de la comparaison avec les guerres de l'opium et du rôle du divertissement dans l'effondrement général que nous vivons, comme une diversion, là où l'essentiel se joue, notre désastre. Le divertissement nous tuera-t-il? À titre d'exemple, la plateforme sur laquelle je fais ces vidéos m'envoie des indicateurs qui me poussent à me rapprocher d'un format d'une vidéo toutes les semaines, mais qui dure seulement 8 minutes. Voilà ce que me dit la plateforme comme l'idéal pour moi. Et vous vous rendez compte, le divertissement américain, lui, il fait des épisodes qui durent 50 minutes dans les séries environ. Les films font 2 heures, 2 heures et demie. Et nous, on aurait comme temps de cerveau disponible pour traiter de l'essentiel. 8 minutes à avoir, mais moi je suis pas capable de faire des vidéos de 8 minutes. Peut-être que vous verrez, je m'en rapprocherai, j'arriverai à faire des vidéos de 8 minutes. Après tout, ça me prendrait moins de temps, mais j'arrive pas, j'ai peut-être un souci de la synthèse, peut-être que je suis pas assez captivant, c'est sûr même d'ailleurs, que j'ai plein de biais, d'améliorations à avoir, et j'ai pas de musique derrière quand je parle, il manque plein d'éléments. Mais enfin, 8 minutes pour parler de sujets où la vie se joue. L'histoire explique le présent, elle peut donc contribuer à notre libération, encore faut-il oser la regarder en face. Merci à tous et à très vite. Bon courage.